Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bien le bonjour à vous également qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledou Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougouma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, merci de nous recevoir. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Inondation sur la mine de zinc de Perquois. Les Burkinabés retiennent leur souffle. 26 jours après le sinistre, la mobilisation ne faiblit pas et les opérations de recherche se poursuivent sur le site pour retrouver les 8 mineurs bloqués dans la partie souterraine de la mine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Une enquête est en cours et un comité de crise a été installé à Réau pour suivre de très près la situation. La gestion de cette catastrophe sera au cœur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons M. Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le président du tribunal. Bonjour. L'audition avec les juges, c'est après cette virgule, les avant-propos. Les premiers mots reviennent au juge, la partie avant-propos. Juge Bougouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est la convocation du juge malien du deuxième cabinet au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, donc pôle économique et financier. Donc, cette convocation contre Jean-Yves Le Drian et Thomas Le Drian, donc Le Drian père et fils. Convoqués, pour ne pas dire les Drian, père et fils, convoqués par la justice malienne pour affaires société civile et MPC contre Jean-Yves Le Drian et Thomas tous Le Drian pour atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. Et donc, c'est une convocation qui a été signée en tout cas le 20 avril et qui a fuité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un autre niveau de la tension entre les relations donc Paris et Bamako, un autre niveau de Jean-Yves Le Drian qui n'est plus à présenter à un moment donné, qui a été présenté comme le ministre de l'Afrique et donc qui aujourd'hui est convoqué par la justice malienne. On se rappelle que plusieurs enquêtes avaient révélé les pressions que Le Drian aurait fait aux autorités maliennes, notamment IBK, surtout dans l'affaire des passeports, parce que c'était une société canadienne qui détenait effectivement le marché. Le contrat a pris fin en 2014, donc il fallait renouveler en 2015. Jean-Yves Le Drian tenait à ce que ce soit une société française, mais réellement c'était pour son fils, Thomas. Donc qu'il a aussi présenté par moment sur des marchés ou des foires d'armes, donc d'armement, dans les cellules d'armement au Moyen-Orient lors des différents salons militaires. Donc le Drian Trump, le breton, qui est aussi le symbole des bretons en France au niveau du gouvernement, donc dans le domaine de la politique, parce que le niveau des affaires est tenu par d'autres personnalités. Donc c'est pas étonnant que ce dossier-là soit mis au goût du jour. Peut-être que c'est lié à ça, parce que c'est pour ça pour plusieurs autres infractions. Mais c'est sûr que cette affaire des passeports peut-être doit occuper une bonne place. Alors maintenant, est-ce que la plainte va prospérer ou pas? Ce qui est sûr, ça révèle que les climats sont très tendus. Ça révèle également une autre façon de faire des hommes politiques de l'autre côté de la mer qui viennent au niveau de l'Afrique, parfois sous le manteau du ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de la Coopération, mais beaucoup plus pour des affaires. Donc, j'ai dit, c'est un autre pas de relations entre l'Afrique et la France. Ça vient du Mali, c'est vrai, mais les choses sont en train véritablement de changer, en train de prendre une nouvelle tournure. La question qu'on se pose, est-ce que l'ancienne puissance coloniale a pris compte de ces nouveaux enjeux dans ses rapports avec l'Afrique, donc, et les États, dans ses rapports avec les États africains de façon générale, surtout francophones? Ce n'est pas évident, mais je dis bien, c'est un autre niveau de la tension entre Paris et Bamako qu'on est en train d'atteindre à l'issue de cette convocation. Merci, juge Bougouma. Juge Vaha. Oui, merci, président. Je ne veux pas être long puisqu'on a un invité et on a quelque chose de dense en termes de sujet. Je vais m'intéresser à Nouna. On se rappelle que c'était les 7 et 8 mai dernier, il y a eu une attaque et des prisonniers ont été libérés et
quand on voyait un peu les éléments, on l'avait enroulé en avant-propos ici. C'était difficile de penser que c'était des petits malfrats, des petits bandits, tant ils étaient armés, donc de forts soupçons allaient plutôt vers des terroristes qui seraient venus libérer entre certains des leurs. Et ce qu'on nous dit maintenant, c'est que certains des prisonniers ont décidé donc de revenir et de se signaler à la brigade de gendarmerie et au commissariat. Quand on regarde, c'est pas surprenant parce que vous voulez un poulet, on vous attrape, on vous met en prison. Des gens, peut-être des terroristes, viennent libérer leurs amis, vous profitez pour partir. Mais les mois après, quand on vous attrape, vous êtes quoi? Apparemment, vous n'êtes plus le voleur de poulet. Même si vous vous défendez de quelque façon que ce soit, ce qu'on retiendra, c'est que c'est vos amis qui sont venus vous libérer. Donc on comprend que beaucoup, peut-être certains aussi qui purgeaient des peines, qui étaient en train d'arriver à leur terme très rapidement, ont compris qu'il fallait revenir parce que ce n'était pas la meilleure façon de régler ces problèmes avec la société. Mais c'est bon, et peut-être au fil du temps, avec ceux qui reviendront, on saura qui est vraiment parti définitivement et on identifiera peut-être quelles étaient les cibles vraiment en termes de liberté voulue de ces personnes qui ont attaqué donc, les 7 et 8 mai dernier. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet, vous le savez, d'être en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, est notre convoqué du jour. Avec lui, nous allons parler de la gestion de la crise née de l'inondation survenue le 16 avril 2022 sur le site d'extraction de zinc de Perquois. Une fois de plus, monsieur le ministre, bienvenue à la barre du Tribunal de l'actualité. Merci bien. Alors, vous êtes un habitué justement de ce rendez-vous-là. Je me rappelle que la dernière fois qu'on vous recevait, c'était en qualité de porte-parole de l'initiative de soutien au peuple malien. Alors, depuis début mars, vous avez été nommé ministre en charge de la fonction publique. Comment se porte M. Bazié dans son costume de ministre? Vous me permettrez, au vu de ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers mois, m'incliner respectueusement sur la mémoire des éléments de force de défense et de sécurité qui sont une fois de plus tombés et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et signifier l'ensemble de mes encouragements assez appuyés à tous ceux qui sont sur ces fronts de lutte, également au VDP. Deuxièmement, nous traversons une période très difficile avec les 8 frères qui sont toujours coincés dans les galeries de la mine de Perquois. C'est au nom du gouvernement signifier toute notre reconnaissance pour la mobilisation autour de cet élément en termes de solidarité, en termes de compassion, en termes d'assistance. Seulement pour revenir à la question de façon précise, j'ai toujours dit que avant de devenir secrétaire général de la CGTB, j'étais Bassolma Bazié. C'est le même Bassolma Bazié qui a été secrétaire général de la CGTB. C'est le même Bassolma Bazié qui est ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale aujourd'hui. C'est pour tout simplement dire que je me bats au quotidien autant que je puisse le faire avec l'appui de toute la société pour rester la même personne qui s'investit dans le sens de la défense d'un certain nombre de valeurs. Et donc, lorsque c'est dans ce sens, ce n'est pas le changement d'un poste ou de position qui devrait venir amenuire ou voire même annihiler ces efforts qui doivent aller dans le sens de la conquête du bien-être des uns et des autres. Donc ça veut dire qu'on ne change pas de cerveau, on ne change pas de valeurs qu'on doit défendre, on ne change pas d'éducation parce que véritablement on est passé d'un rôle à un autre. Si on le fait, c'est qu'on doit questionner la solidité de l'éducation qu'on a reçue. Alors vous parlez, on passe d'un rôle à un autre. Le premier rôle, vous étiez, je dirais, celui-là qui faisait un plaidoyer en faveur du monde syndical, en faveur des travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes parmi ceux qui doivent apporter les solutions. Alors, quand on regarde, avec le recul, finalement, vous avez eu raison d'accepter ce poste-là. Il faut dire que quel que soit le poste qu'on occupe dans notre société, et quel que soit le rôle qu'on est amené à jouer dans notre société, c'est de dire tout simplement que c'est un rôle complémentaire aux autres rôles joués par l'ensemble des fils de ce pays. L'essentiel est qu'il soit orienté dans le sens de la construction de la nation
de sorte à jouer fondamentalement la partie du rôle qui vous est attribué pour que ceux qui vont venir après vous puissent trouver le même environnement de quiétude que vous avez dû hériter au niveau des dévanciers. Je dis aussi tantôt ce qui fait que souvent il y a pas mal d'incompréhension entre ceux qui jouent ce rôle syndical et ceux qui jouent ce rôle politique. C'est parce que celui qui est peut-être sur la chaise politique croit qu'il doit jouer un rôle d'indiquer, d'avoir des moyens par lesquels on peut passer pour saccager des acquis. Ce n'est pas le rôle d'un ministre de la fonction publique. Le rôle d'un ministre de la fonction publique, c'est de porter les préoccupations, s'il est véritablement en contact avec les acteurs qu'on appelle des acteurs sociaux, des partenaires sociaux. Ce n'est pas pour eux qu'on les appelle des partenaires. Ça veut dire qu'ils doivent être à mesure, sans langue de bois, vous dire exactement là où ça va, là où ça ne va pas. Et si vous avez une bonne oreille d'écouter, vous prenez note, vous êtes leur représentant au sein d'un gouvernement. Et quelles que soient les orientations qui seront données par le gouvernement, vous devriez indiquer à l'équipe gouvernementale qui agit dans la collégialité, voilà telle préoccupation, il faut la résoudre. Si on ne la résout pas, voilà les répercussions éventuelles. Donc, dès lors que vous éclairez le gouvernement de façon saine, avec des preuves à l'appui, il est tout à fait clair que, étant donné qu'eux aussi ils sont là pour construire, ils peuvent dire qu'effectivement telle et telle préoccupation, si on ne la résout pas, ça peut créer des problèmes. Aujourd'hui est passé le dossier sur le recrutement des concours directs, mais également les concours professionnels. Mais le ministre de la fonction publique reçoit l'estimation à partir des techniciens qui se réunissent de l'ensemble des départements. Et quand ils arrêtent un chiffre, ils viennent, ils font le rapport, ils transmettent au ministre. C'est au ministre, au vu de la situation nationale que nous traversons, au vu de ce que la jeunesse traverse, de voir comment on peut améliorer ces chiffres, aller les présenter à ses collègues et les défendre. Maintenant, les collègues vont amener des arguments pour dire ici on peut raboter, ici on peut ajouter, ici il peut y avoir des difficultés budgétaires et autres, mais c'est à vous, étant en contact avec les partenaires sociaux, de dire si nous partons dans tel sens, voilà les conséquences. Au moins, demain, même si vous assumez collégialement, la conscience ne viendra pas en tant qu'individu vous gronder parce que vous auriez trahi l'orientation qui vous a été attribuée. Vous êtes dans une équipe, on travaille, on assume collégialement, mais il faut avoir la capacité, aussi la conscience essentielle, même individuelle soit-elle, de dire à l'équipe, voilà ce qu'on peut faire qui puisse permettre véritablement aux populations de s'en sortir. D'accord. Messieurs les juges, question de généralité. Oui. On va aller vite, vous l'avez dit. Question de généralité, comme vous avez parlé d'ailleurs du lancement des concours au niveau de la fonction publique, vous avez suspendu les recrutements sur mesure nouvelle compte tenu de la réalité, mais en même temps, il y a une difficulté qui s'offre par rapport au recrutement de certains corps. Je suis également dans ce contexte de mesures nouvelles. Par exemple, si on veut recruter des médecins aujourd'hui, comment on fait avec cette suspension? Très bien, merci pour la question. Je pense que c'est comme je l'ai eu à dire partout, même en conseil de ministres, que le terme mesure nouvelle peut-être a été utilisé pour cacher un certain nombre de mots au niveau de la fonction publique. Et il faut qu'on se dise la vérité droit dans les yeux. J'ai dit, ça cache un certain nombre de mots parce que Bassolma, qui est nommé ministre, s'il est président d'une institution ou bien il est nommé ministre, et qu'on ouvre des parenthèses dans lesquelles il a la possibilité, lui, de constituer des dossiers personnels. Ça veut dire prendre ce qu'il appelle ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses parents proches, en une dizaine, une vingtaine, pour aller faire insérer et puis appeler ça mesure nouvelle. J'ai dit c'est tout ça là qui érode la stabilité sociale. Ce sont ces types d'injustices qui érodent la stabilité sociale. Si l'enfant de Bassolma doit venir dans l'administration publique, il fasse le concours. Donc j'ai dit à partir d'aujourd'hui, la lettre circulaire qui a été prise là, responsable d'institution soit-il, ministre soit-il, chef traditionnel soit-il, c'est terminé. Ça c'est un. Deuxième niveau, vous savez très bien que quand un terroriste arrête un car aujourd'hui, la question qu'il arrive avec la calache en bandoulière qu'il pose, il cherche les agents de la fonction publique. Ça c'est un constat. Mais on doit avec maturité se poser la question pourquoi. Parce que quand la sécurité arrive à mettre la main sur certains, on constate que ce sont des étudiants qui ont fini l'université. Ce sont des gens qui ont le baccalauréat. Ce sont des gens qui ont le BPC. L'intéressé qui est de père cultivateur et de mère ménagère, qui est assez au fin fond du pays dans un village, qui regarde maintenant la fonction publique comme un lieu de bras long, de strates favorisées, mais s'il se retrouve dans ces méandres, ne lui demandez pas autre type de comportement. Donc, il faudrait que, conformément à l'article 1er de la Constitution de 2 juin 1991, traiter tout l'ensemble des enfants de ce peuple-là sur le même pied d'égalité. Par conséquent, si vous voulez faire le concours, vous passez le concours direct.
Et je le dis, je le répète, si l'enfant de Basé Bassolma va faire ce concours direct qu'il échoue, s'il doit échouer, qu'il échoue. Il n'a qu'à aller se préparer et puis revenir. C'est avec de tels types de pratiques et d'attitudes que nous allons pouvoir donner un message clair à l'ensemble de la jeunesse de notre pays, les traiter sur le même pied d'égalité. Maintenant, ce que vous appelez, même avant, le recrutement des médecins, c'était des concours directs. On les appelait des concours directs. Ça veut dire quoi? Il y a des spécificités dans notre pays où le gouvernement ne peut pas recruter et puis aller former pour pouvoir utiliser le produit à la fin. Un médecin, pour le former, il met 6 à 7 ans. On ne peut pas vous recruter et puis aller vous mettre en formation 6 à 7 ans. Le gouvernement, par exemple, dans notre pays, on peut dire, les études géologiques indiquent que dans tel lieu, il y a des indices pétroliers et qu'on veut faire des recherches en pétrole. Si le gouvernement veut des spécialistes à ce niveau, il n'y a pas une école de formation dans notre pays. Si le gouvernement veut des informaticiens, c'est un produit fini. Il n'y a pratiquement pas une école de formation. Mais ce sont des concours directs. C'est un concours direct de recrutement des médecins. Donc je dis, il ne faudrait pas qu'on utilise des vocables pour venir donner l'impression qu'on veut réparer, pourtant en dessous, on fait autre chose. Voilà pourquoi j'ai justifié également la deuxième circulaire en disant, mais si on recrute Basé Bassolma, il est dans la fonction publique, il va jusqu'à la retraite, il a une pension de retraite. En plus de la pension de retraite, il regarde, il y a un de ses amis qui est ministre, qui le rappelle, il vient et dit, bon, vous êtes tellement utile qu'on vous maintient, on vous signe un autre contrat. Vous avez la pension et vous avez le salaire également, sur la base duquel on vous a signé un contrat. Tout ça, c'est ça que j'appelle des injustices et un comportement qui manque d'exemplarité. Si vous êtes à la retraite, vous devrez aller vous reposer. Quand on dit que si l'intéressé il ne revient pas, l'administration va se bloquer, il y a des hommes indispensables qui sont au cimetière. Mais quand vous revenez, et ce qui est grave, même certains qui sont rappelés, ce n'est pas cette voie qu'on politise à outrance l'administration. Parce que ceux qui les rappellent, ce sont des amis politiques, et là aussi, ce n'est pas correct. Si c'est un ami politique qui n'est pas à la retraite, qui doit faire un travail conséquent, on peut comprendre. Mais quand Bassolma revient, il a sa pension, il revient, il dit que lui, il a été député. Et puis, il se fait taper un contrat d'1,4 million sur aucune base légale. Et il est dans l'administration. Or, c'est nous qui créons au quotidien que l'avenir appartient à la jeunesse. Donc, il faut qu'on ait le courage d'agir. Donc, les mesures nouvelles et la question portant sur les retraités, voilà la raison. Donc, ça veut dire que les diplômes définitifs par lesquels on doit recruter quelqu'un, on ne peut pas le recruter pour aller le mettre en formation à 7 ans, ce sont des concours directs des médecins. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'on crée d'autres vocables et passer en dessous, dire à Bassolma de constituer 10 dossiers, 20 dossiers de ses neveux. Mais socialement, qui n'est pas mon neveu dans ce pays? Qui n'est pas mon enfant dans ce pays? Qui n'est pas ma nièce dans ce pays? Donc, on doit avoir une communication saine qui permet la stabilité sociale. Donc, on aura maintenant un concours direct des médecins. Exactement. Mais en ce moment, l'expression est faite et recrutée directement par le ministère qui gère. Ça veut dire le ministère de la Santé a son budget. Il estime combien de médecins il veut. De façon directe, il les recrute. Si, par exemple, le ministère de la Transition digitale veut des informaticiens, il a son budget, il évalue et puis il recrute. Mais les écoles par lesquelles on peut passer, qui sont sur place au Burkina, ce n'est pas correct qu'on crée d'autres façades d'accès à la fonction publique. Moi, j'ai eu à poser la question dans un débat à quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, ceux mêmes qui ont fait les écoles privées, qui ont les diplômes, s'ils doivent repartir faire les concours directs, ils vont échouer parce qu'ils peuvent ne pas avoir le niveau. J'ai dit tant mieux s'ils doivent échouer qu'ils échouent. Parce que la fonction publique ne doit pas être un canal comment dirais-je, de canalisation ou d'accueil de la médiocrité. Nous voulons tous un État debout. Si vous voulez un État debout et puis on fait de tel type de légèreté, ça ne peut pas aller. D'accord. Juge Var. Bon, moi, je pas de question de généralité. D'accord, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je le rappelais en début d'émission, le Burkina Faso retient son souffle. On a 8 travailleurs qui sont bloqués par les eaux dans les galeries depuis le 16 avril dernier au niveau de la mine de zinc de Parkoua. Alors, monsieur le ministre, comme je l'ai dit, il y a un comité de crise qui a été installé à Réau pour suivre de très près l'état d'avancement des travaux de recherche et de sauvetage. À ce jour-là, à quel niveau on est au niveau des recherches pour retrouver justement ces travailleurs bloqués par les eaux? Merci bien. Je tiens une fois de plus à réitérer mes reconnaissances au nom du gouvernement à l'ensemble des couches sociales qui se sont engagés dans cette bataille pour retrouver les 8 frères qui sont coincés dans les galeries de la mine. Il faut dire que la catastrophe est arrivée le 16 avril et dès que le gouvernement a eu l'information, ces structures déconcentrés, que ce soit au niveau du gouvernorat du centre-ouest, que ce soit le haut-commissaire du Sangué, l'ensemble des préfets qui interviennent sur les différents départements de la commune ont été saisis et ils ont agi promptement au nom de l'État.
Ça veut dire dès le 17, ils étaient sur le terrain de la mine. Et tous les rapports qu'ils devaient nous envoyer nous sont parvenus. Ce qui devait être complété par voie téléphonique également a été fait. Mais au fur et à mesure que nous progressons, nous avons estimé qu'il était nécessaire, voire impératif, que le gouvernement aille voir. Ce n'est pas pour négliger ce qui se fait par les représentants sur place, ce n'est pas pour dire qu'ils ne font pas correctement le travail, mais il faut aller auprès des populations et auprès d'eux-mêmes pour vérifier ce qui se passe. Voilà pourquoi le gouvernement a fait une délégation, précisément le 23, nous sommes descendus sur la mine. Nous les avons d'abord écoutés au niveau de notre administration, ensuite écouté l'administration de la mine pour voir exactement ce qui s'est passé. C'est à l'issue des échanges avec la mine que nous avons estimé qu'il fallait à un moment donné dans ce pays qu'on se dise la vérité. On se dise la vérité parce que quand on veut construire, on ne doit pas construire en regardant les états d'âme. On ne doit pas construire en regardant les yeux de quelqu'un. S'il y a des responsabilités à situer, il faut les situer. Parce que nous avons toujours alerté dans notre pays que le monde minier fonctionne comme un monde à part. Le monde minier fonctionne avec beaucoup d'indiscipline. Le monde minier fonctionne en mettant les règles même de droit de chaque pays là de côté. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est avec la bénédiction de l'administration. Ça veut dire quoi? Qu'il y a à dire que les miniers peuvent déconner, mais on doit aussi avoir le courage, nous qui représentons l'État, si nous avons déconné, il faut mettre le doigt sur la plaie et puis assumer. Donc quand la présentation a été faite, de la situation a été faite, nous avons posé la question pourquoi, où sont les représentants des travailleurs? Ils nous ont présenté le directeur des ressources humaines et puis le responsable à l'informatique. Nous leur avons dit non, ce n'est pas la suite de l'administration, nous voulons que vous présentez. Il y a des délégués du personnel qui sont installés ici suite à des élections, sur la base de la loi 028, portant code du travail du 13 mai 2008. C'est d'eux nous parlons. Donc ils ont dû courir pour aller les attraper, venir. Nous leur avons dit, bon, vous représentez les travailleurs. On a écouté l'administration. Nous voulons savoir ce qui se passe. Votre voix, c'est laquelle? Donc allez-y faire un rapport. Nous étions à samedi. Nous voulons le rapport au plus tard le lundi. Ils ont envoyé également leur rapport. Voilà. Mais avant d'aller atteindre leur rapport, quand nous avons fini avec l'administration de façon théorique, nous avons dit, bon, il faut qu'on sorte voir. Parce que nous ne sommes plus à des étapes où il faut savoir écouter des gens au téléphone ou lire des rapports. Nous voulons savoir ce que vous avez décrit là. Sur le terrain, à quoi? Donc on est sorti, on est parti voir la digue qui n'a pas pu contenir l'eau, tout à fait, qui s'est déversée dans l'excavation à ciel ouvert. Nous avons également regardé comment les limites de l'excavation ont été protégées. Nous avons regardé le débit d'eau qui montrait que l'évacuation des eaux du sous-sol sortait. À partir de là, nous avons dit, bon, nous, on n'est pas satisfaits, il faut qu'on rentre dans les galeries. La profondeur de la mine, ça fait 710 mètres à la verticale. Mais pour pouvoir parcourir les 710 mètres, il faut faire 5,04 km pour pouvoir atteindre le fond. Puisqu'on ne descend pas tout droit, ce sont des tournures, des éléments en spirale que nous faisons pour pouvoir atteindre le fond. Donc nous sommes rentrés, nous avons regardé les machines qui ont été installées. Est-ce que c'était vrai? Nous avons touché ça du doigt. La chambre de refuge dont ils font cas, dans la mesure où l'eau, au moment où on descendait le 23, l'eau était à une profondeur de 520 mètres. Mais quand je dis 520 mètres, il faut dire qu'au niveau des couches, des strates, ce qu'on appelle couche, strate ou banc, c'est un lot, un pli. Voilà. Donc, il y a une hauteur de 30 mètres qu'on appelle un pli, un banc ou un lot. Voilà. Donc, chaque lot, c'est 30 mètres. Donc, quand je dis la couche de 520, c'est une couche qui va à 30 mètres. Donc, quand je finis les 30 mètres plus 520, ça fait 550. Donc, toute la couche de 550 également, c'est 30 mètres, mais elle a appelé la couche de 550. Après 550, il y a la couche de 580. Après 580, il y a la couche de 610. Donc, au moment où nous sommes descendus dans la galerie pour vérifier, à la profondeur verticale de 520 mètres, qui tombait sur la couche donc de 520, nous avons pu visiter également la chambre de refuge qui avait été déjà dégagée, pour vérifier, voir est-ce que ce qu'on nous disait en superficie, est-ce que c'est vrai ou faux. Mais j'avoue que ce qu'on a regardé à l'intérieur ne nous permet pas de dire, de confronter véritablement que ce qui est à l'intérieur aussi peut être ça, dans la mesure où, vous voyez les mines, quand on vous dit qu'il y a des autorités qui viennent, comme on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut vous dévancer, régler un certain nombre d'éléments. Mais ce que nous avons vu ici, c'est effectif. Que c'est comme ça l'intérieur est. Et il y a eu un minimum. Je pense que le temps qui passe là joue contre nous, mais il y a un minimum d'espoir. Donc en plus de cela, l'autre facette, c'est que le gouvernement a fait en sorte que tout ce qui a été commandé à l'extérieur, dès lors que la mine dit que des machines ont été commandées, nous touchons par voie diplomatique les responsables de ce pays pour envoyer les machines très rapidement. C'est ce qui a été commandé en Afrique du Sud, ce qui a été commandé au Ghana.
y compris les machines que le gouvernement a fait envoyer par la direction régionale des eaux du centre-ouest. Nous avons dépêché également des équipes en électricien, des équipes hydrogéologues, des équipes en mécanique qui sont sur le site. Ça veut dire que ces techniciens, en lien avec les sapeurs-pompiers qui sont là-bas, nous informent. Quand nous écoutons l'administration, nous partons vers eux pour dire ce qu'ils viennent de dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce qu'à partir de la rencontre du 23, nous avons dit qu'il faut installer une cellule de crise immédiatement au sein de la mine, ce qui n'existait pas pour le moment. Or, nous, on avait déjà installé le comité de crise provincial, cellule régionale et l'équipe gouvernementale désignée constituait la cellule au niveau national de coordination. Donc, quand ils ont mis cette équipe de crise à l'interne, nous avons dit qu'il faut que les délégués de personnel à l'intérieur prennent part. Il faut nécessairement que les sapeurs-pompiers qui représentent les forces de l'ordre prennent part. Nous avons dit qu'à partir de maintenant, la rencontre que vous tenez sur la mine, chaque matin à 8h30, pour faire le point des 24 heures écoulées, une équipe gouvernementale viendra prendre part chaque matin. Et cette équipe gouvernementale sera accompagnée par 2 membres choisis des familles pour venir suivre en direct. Donc voilà ce que nous faisons. Mais maintenant, nous avons constaté qu'actuellement, au niveau de la mine, les pompes qui sont disposées pour viser 3 voies d'évacuation des eaux. Et ces 3 voies d'évacuation, il y a comment dirais-je, une ligne qui est alimentée par des machines qu'on appelle des machines mono-électriques. Il y a une autre ligne qu'on appelle la ligne des machines électriques. Et puis il y a la 3e ligne qui doivent construire et compléter, qui n'est pas encore complétée, qui sera constituée que des machines diesel. Donc voilà comment les eaux sont évacuées de l'intérieur. Donc au niveau de... Quand nous sommes rentrés le 23, on était au niveau de 520. Le Premier ministre a fait le déplacement le 1er mai. Mais quand nous sommes arrivés le 1er mai, parce que quand des gens doivent rentrer dans la galerie, il y a forcément des travaux à l'intérieur qu'il faut arrêter en fonction du nombre. Donc il n'a pas pu faire, il est parti jusqu'à la limite de la mine, mais on n'a pas pu rentrer ce jour dans la mine. Donc c'est après son passage que nous avons analysé et nous avons considéré que le traitement de l'information au niveau administratif prend souvent du temps. Parce que quand c'est au niveau du comité provincial, ou le comité régional, si quelqu'un constate, si un préfet constate un élément, il est obligé de saisir le haut-commissaire. Le haut-commissaire a son tour saisi le gouverneur. Le gouverneur a son tour saisi le ministre de l'administration territoriale. Donc pour réduire tout ce circuit, voilà pourquoi le gouvernement a décidé qu'à partir de cet instant, au lieu de s'asseoir et laisser les circuits s'allonger, mieux vaut se déporter directement sur le terrain. Si nous constatons quelque chose, son traitement et les propositions proposées là, ça c'est directement le Premier ministre ou directement le président du FASO. Donc voilà pourquoi le 5, nous avons élu en tout cas domicile et pied à terre au niveau du Haut-Commissariat de Réau. Et la dernière facette, vous savez, tout ce que je viens de décrire, c'est le traitement administratif. Mais le traitement administratif, nous sommes dans une société. Un bois mort duré dans l'eau, il ne va jamais devenir un poisson. Il faut tenir compte des relations sociales qui sont autour de la mine. C'est en voulant gratter cet aspect que nous avons constaté que c'était très grave. Les communautés, certaines communautés sont là, elles ne se parlaient pas, ça vaut une dizaine d'années. Il y avait même des questions de mort d'homme. Ça fait que même les sacrifices qui devaient être faits sur la mine et autres dans ce cadre, tout a été arrêté. Et j'ai demandé au niveau de la mine, j'ai parcouru un rapport où on dit la mine a fait un point sur ce qu'il investit au niveau traditionnel qui se lève à 11 millions de francs CFA. Je reviens au niveau des communautés, je me renseigne. Les communautés disent qu'ils ont déjà reçu 1 million une fois. Le reste, c'est 750 000 une fois par an. Je repars vers la mine et dis non, que c'était 1 million avant, mais c'est passé maintenant à 750 000 francs par 6 mois. Ça veut dire qu'ils donnent maintenant 1 500 000 par an. Je dis donc, si c'est comme ça, vous ne prenez pas l'argent comme ça à aller remettre à un individu. Il doit avoir des traces. Nous avons besoin de la liste. Qui vient prendre cet argent? Pourquoi ces sacrifices au niveau traditionnel n'ont pas été faits? Bon, Dieu merci, il y a eu des villages qu'on a parcourus 2h, 3h du matin. Et les positions étaient tellement campées. Des gens avaient déjà juré sur certains fétiches qui vont jamais croiser un tel et un tel. Mais de nos jours, je pense que on doit conjuguer ça maintenant au passé, dans la mesure où, avant-hier, une fois de plus, les 6 chefs de terre, le responsable catholique, le responsable musulman, le responsable protestant, ils sont tous venus au Haut-Commissariat. Nous avons tenu une réunion de 3 heures où tout a été aplani, toutes les communautés regardent maintenant dans le même sens, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. D'accord. Voilà. Juge Va. Oui, on sait qu'en la matière, c'est une course à la montre. Oui. Il y a une réaction aujourd'hui, une organisation autour, mais vous dites le 23, on est une semaine après.
il y a, quoi qu'on dise, l'État qui est représenté et tout, mais quand le gouvernement vient, on passe à une autre étape de rapidité, de célérité dans les solutions qui sont en train d'être trouvées. Est-ce que vous ne regrettez pas cette semaine-là? Et c'est pas seulement la semaine qu'on regrette. Dans cette situation, même une seule seconde passée est regrettable. Elle est regrettable, voilà pourquoi je dis que quand on situe les responsabilités, l'État a déjà dégagé une équipe d'enquête pour enquêter et situer les responsabilités. En prenant cette disposition, nous ne voulons pas seulement nous limiter au cas de Perquois, même si c'est ce cas qui est urgent, qui est pressant. Il faut situer les responsabilités même en allant à 5 ans, 10 ans en arrière. Nous avons échangé avec les sapeurs-pompiers et bien d'autres techniciens qui sont passés sur la mine bien avant, qui ont fait des rapports qui ont attiré l'attention. Mais où sont passés ces rapports? Pourquoi ces responsables administratifs d'antan n'ont pas agi? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Donc voilà pourquoi je dis que le cas de Perquois est un cas que nous sommes en train de gérer à chaud, mais après, il faut qu'on ait un œil critique, un œil patriotique sur ce qui se passe au niveau des mines. Ceux qui travaillent sur les mines, ce ne sont pas des oiseaux. J'ai toujours aussi regretté que la responsabilité de l'État, c'est le fait qu'à un moment donné, je pense que le responsable de Orcade, M. Yen, le Renlac et autres, les gens ont toujours mis le doigt sur la plaie et dit de lutter contre la corruption. Si on ne lutte pas contre ces mots dans les mines, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand des gens viennent pour chercher l'argent, ils ne viennent pas en balade de la philanthropie. Ce n'est pas des questions d'amour. Ils viennent pour chercher des intérêts. Donc là où il faut diminuer les dépenses et puis avoir de l'intérêt, ils vont maximiser pour en avoir. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Plus le temps passe, ça fait très mal. Donc même une seconde est regrettable. Mais je note seulement qu'à partir de la descente des responsables du gouvernement dans les galeries, nous avons constaté que le débit qui était pompé bien avant là a doublé. Et aujourd'hui, on peut dire même que ça a triplé. C'est compte tenu de la présence exacte du gouvernement dans la zone. Et nous leur avons laissé entendre que ce soit la nuit ou le jour, une équipe gouvernementale peut descendre à tout moment et descendre dans les galeries. Ce n'est pas seulement la question du bureau. Donc cette pression, je pense, contribue à faire avancer vite. Et voilà pourquoi nous avons désigné des yeux techniques qui sont directement sur la mine pour surveiller, afin même que les machines qui de temps en temps s'échappent peuvent tomber en panne là. Si une machine tombait en panne, il faut régler. Et mieux, nous avons dit à la mine de trouver des machines pour les disposer parallèlement aux autres machines. De sorte que dès lors qu'une machine a une défaillance, il faut la changer. Donc, pour terminer, une semaine, c'est très regrettable. Même une seconde, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas regrettable. D'accord. Et puis, parlons de matériel, parce que c'est ça qui peut solutionner les choses au plus vite. De ce que j'ai su, je pense qu'il y avait 17 pompes diesel opérationnelles. Il y a 7 pompes électriques qui sont venues. Je pense, je ne sais plus la date, c'est quand. Mais c'est venu, quand on regarde, c'est pratiquement les 3 semaines après. C'est parce que le transport posait problème, ça a été commandé assez tôt, ou bien on a même lésiné avant de commander. Ça aussi, on veut comprendre. Oui, mais il faut dire que c'est justement, voilà pourquoi le gouvernement a dû lever le ton à partir du 23. Parce que vous allez constater que tous ces aspects-là ont été pris en compte fondamentalement à partir du 23. Et quand je parle du sérieux administratif aussi, c'est ça. Parce que quand quelqu'un vient pour installer une mine, l'étude d'impact et le cahier de charge, quelle est la part du jeu administratif? Qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'État pour dire qu'au vu du fait que vous voulez creuser des galeries, vous devriez respecter tel et tel aspect? Mais si vous laissez des gens qui viennent dans les pays pour chercher l'or ou pour chercher d'autres diamants ou pour chercher autres, parce que je ne dois pas pointer le doigt seulement vers les mines, mais nous en tant qu'État, les représentants de l'État, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on s'assume jusqu'au bout? Je me pose la question, est-ce qu'on devait même attendre qu'il y ait une telle situation pour pouvoir commencer à courir pour chercher des machines? Et le délai que vous avez évoqué, nous avons dit le 23 aux responsables de la mine que s'ils amènent le gouvernement à mentir, on ne va pas s'entendre. Donc il faudrait communiquer juste et vrai. Voilà pourquoi nous avons amené les techniciens sur place et nous amenons aussi les membres de la famille pour suivre tous les exposés. Il ne faudrait pas nous dire le matin que c'est blanc, le soir nous dire que c'est noir. Ces machines qui ont été constatées, achetées par la mine, c'est quand nous avons mis la pression à un moment donné qu'on a même eu l'information que les machines ont été achetées. Le premier lot qui est venu, on a pris la position, ils étaient à Kombisiri. À partir de Kombisiri, nous avons saisi le ministre de la Sécurité qui a mandaté les gendarmes qui ont conduit rapidement les véhicules sur la mine. Ça veut dire, le temps qu'ils devaient faire, en 5 heures, ils sont arrivés sur la mine à moins de 3 heures. Quand nous avons appris que des machines ont quitté Koumassi, ils devaient arriver à Ouagadougou, mais en calculant le temps, ils allaient dormir à la frontière, Madame la ministre des Affaires étrangères a appelé
son homologue du Ghana, et malgré la fermeture de la frontière, les machines ont pu traverser et les gendarmes ont récupéré ça de l'autre côté. Donc vous voyez que quand le gouvernement a l'information juste, comment on peut intervenir? Au niveau de l'Afrique du Sud, les machines étaient prévues pour arriver aujourd'hui soir. Mais quand le gouvernement a eu l'information, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue de l'Afrique du Sud, ils ont trouvé des moyens et les machines sont arrivées depuis le dimanche nuit. Donc vous voyez, donc il faut avoir d'abord l'information juste qu'il y a tel et tel élément qui doit se faire et avoir le courage aussi de dire la vérité. Parce que s'il n'y a pas la transparence et on manque de courage pour dire la vérité, c'est clair qu'on ne va pas avancer. C'est pour dire que si on ne s'était pas déporté, si les responsables représentants de l'État proches de la mine n'étaient pas assez vigilants, je ne pense pas que aujourd'hui là on allait peut-être je le dis, je leur ai dit, même les responsables de la mine, et le Premier ministre même l'a repris, que quand on est dans de tels domaines là, il faut avoir un comportement assez responsable. Et je termine par cette interpellation où j'ai dit également ce ne sont pas des oiseaux qui sont sur les mines, ce sont des hommes. Et quand un être humain est en difficulté, l'économie, on ne doit pas parler de ça, on doit tout mettre en œuvre pour sauver la personne. Voilà ce que je peux dire sur les délais de commande. D'accord. Juge Boukma. Ok, merci. J'avais dit d'ailleurs ici, j'avais salué en avant-propos la mise en place de cette cellule de crise directement gérée par le gouvernement, parce que le Burkina a une tradition également de lourdeur administrative qui nous colle à la peau et que même en période de crise, c'est très difficile de gérer parce que la chaîne de commandement, elle est longue. Il a dit, il faut passer par le préfet, le haut-commissaire, le gouverneur, le ministre de tutelle. C'est très long, cette chaîne-là. Donc heureusement qu'à partir de Perquois, en tout cas, ça sonne comme un réveil dans cette gestion. Alors, monsieur le ministre, c'est comme ce que je disais hier au niveau du tribunal de l'actualité, qu'il y a aussi les responsabilités à situer dans notre administration et même au niveau local. Alors, vous avez parlé d'argent de sacrifice qui ont été déboursés alors que c'est bloqué. Et il y a plusieurs autres personnalités qui avaient été citées parce que cette mine de Perquois, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la mine de Perquois. Alors, il y a nécessité d'une enquête également à tous les niveaux. Mais maintenant, par rapport au respect des cahiers de charges, à partir de cette situation, qu'est-ce que cela induit comme leçon pour le Burkina Faso, pour les autres fois à venir, parce que ce n'est pas la seule mine exploitée au Burkina? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà pourquoi je parle de situer les responsabilités même au niveau de l'État. J'ai déjà eu à dire aux responsables des mines que je sais aussi ce que c'est que les mines. Si vous avez une certaine droiture et qu'on n'aime pas votre tête, on peut même monter un commando pour vous liquider. Mais celui qui parle, c'est d'être conscient et comprendre que sa vie n'est pas au-dessus de la vie d'une nation. S'il y a la vérité à dire, il faut le dire. Parce que nous construisons, surtout pour les générations à venir, ce n'est pas pour nous. Devant eux, je leur ai dit, mais quand on analyse les études d'impact, on attend d'être conforté par des rapports. Le canal par lequel l'eau est descendu, je pense bien qu'il nous est revenu que ce canal devait être dévié. Pourquoi il n'a pas été dévié? Si ça a été financé, qui n'a pas fait le travail? Ça, c'est un premier aspect. J'ai dit aussi devant eux, ce qui a fait que le 23, j'ai exigé à rentrer dans les galeries. Quand nous sommes arrivés, l'excavation externe qui devait être protégée par une digue surélevée, mais je leur ai dit, ça c'est de la terre et du sable amoncelé. C'est pas une digue. Parce que pour que de l'eau vienne forcer un truc comme ça pour pouvoir passer, c'est que c'était fragile. Même si c'était en ciment, ça veut dire que c'était pas de qualité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comment se fait-il que l'excavation externe, ça veut dire l'exploitation de la mine à ciel ouvert, cette excavation ait pu avoir un contact avec la mine souterraine? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut situer les responsabilités. Dans la mesure où, si une mine va jusqu'à une profondeur de 710 mètres à la verticale, ça veut dire la profondeur et l'exploitation doivent se poursuivre dans ce sens. Si vous vous retrouvez à un moment donné à venir faire des explosions dans la strate de sang, si vous faites des explosions dans la strate de sang et que cette explosion induit des ouvertures que vous n'avez pas fermées avec sérieux et que l'eau vient et que la capacité dépasse ces tentatives de fermeture et ça rentre dans la mine, il faut situer les responsabilités. D'abord, voilà pourquoi le Premier ministre a dit, quand nous sommes passés, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est à la limite de la cupidité. Je ne peux pas dire un mot au-delà de ce qu'il a dit. Il a dit la vérité et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il a même quitté en disant qu'il n'est pas rassuré. C'est le premier responsable du gouvernement. C'est en même temps un appel que je lance à ceux qui sont assis à Ouagadougou, qui veulent se voir sur des plateaux pour parler, d'aller d'abord vérifier ce qui se passe sur le terrain. Moi je trouve même qu'il a pu se contenir. Moi, j'ai dit aux membres de la mine, on était en réunion, et certains ont voulu dire que je suis trop direct envers eux. Je leur ai dit, mais moi, j'ai été éduqué de sorte que si vous ne faites pas attention, on ferme la porte. C'est des humains qui sont en bas.
On peut aller au-delà de l'argumentaire et puis aller au coup de poing, parce que ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes en train de chercher des frères qui sont bloqués dans les galeries. On ne doit pas parler en regardant le visage de quelqu'un. C'est pour dire que quand les responsabilités seront situées, même au niveau de l'État, si l'intéressé est à la retraite, il doit venir répondre. C'est pour dire qu'on doit aussi tirer les leçons pour que ça ne se limite pas seulement à la mine de Perquois. Même le code minier et autres là, le code environnemental, tout ça, ça doit être revu dans un temps pour permettre véritablement au pays d'être indépendant. Et quand je quitte par exemple cette communication de l'excavation externe avec la mine souterraine, aujourd'hui, pourquoi on a des difficultés à avancer très vite? Quand vous arrivez par exemple au niveau 520 et 580, parce que le 23, nous on était bloqués à 520. Maintenant nous sommes sur la strate de 580. Et la strate de 580 qui va mesurer 30 mètres, c'est sur cette strate que nous avons tout l'espoir que la chambre de refuge est située. Mais pour pouvoir avancer, quand on pompe l'eau, l'eau peut descendre et dégager une profondeur de 7 mètres. Mais sur la profondeur de 7 mètres, vous allez constater que l'eau a ruisselé de la boue et des cailloux. Et certains endroits, l'épaisseur de cette boue peut atteindre 1 mètre à 1 mètre 50. D'abord, il faut pomper l'eau, dégager l'espace. Après, il faut que les sapeurs-pompiers rentrent avec leur appareil pour fouiller la boue et voir s'il n'y a pas un objet ou un corps à l'intérieur. Et quand cette deuxième phase va finir, la troisième phase sont les caterpillars qui doivent venir racler cette boue pour aller mettre ailleurs. Après cette troisième phase, la quatrième phase, ce sont ceux qui vont rentrer avec les conglomérats, ça veut dire les cailloux cassés, concassés, pour venir damer et puis faire un nivellement à nouveau de la voie. Pour permettre la structure. Exactement. Il faut non seulement renforcer, même reconstruire, réhabiliter la cheminée. Donc, à ce niveau, et dès lors que ce n'est pas réparé comme ça, même les machines qu'on doit poser, on ne peut pas les poser. Donc, si on arrive à le faire, cinquième élément, il faut réparer tous les fusibles qui ont été grillés, les contacts électriques qui sont sur la boîte. Donc, vous voyez, on peut dégager 10 mètres, mais pour pouvoir travailler sur ça et puis avancer, même si on dégage 10 mètres aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, on peut passer près de 10 heures à 14 heures là-dessus. Heureusement que les sapeurs-pompiers s'enchaînent 6 heures sur 6, voire même moins, pour entrer, voir à quel niveau ils sont pour pouvoir avancer. Si ça, c'est pas fait, c'est tout ça là qui montre les difficultés dans l'avancement rapide. D'accord, vous l'avez dit, les différentes missions ont permis de prendre langue avec les premiers responsables de la mine, vous avez pris langue avec, je dirais, les autorités locales sur place et également les familles. Aujourd'hui, quel est le moral des familles, des personnes qui sont jusqu'à présent coincées? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Justement, quand le gouvernement a mis la cellule de crise au niveau national, les mesures que nous avons prises dans ce sens, il y a déjà une équipe au niveau du ministère de la Santé constituée par des médecins, des infirmiers à tous les niveaux, pour ne pas attendre qu'on soit face à une situation pour commencer maintenant à réunir les gens. Cette équipe, elle fonctionne déjà. Le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité a déjà disponibilisé un appareil. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons la chance de tomber sur des frères qui seraient dans un état peut-être affaibli, c'est pas forcément à côté peut-être qu'il faut les réhydrater ou comment les prendre en charge. Il faut prévoir toute forme d'évacuation. Et dans la zone, nous avons déjà identifié si un appareil volant doit venir là où il doit déposer, et les véhicules qui doivent faire ce tâchement, tout est déjà prêt. Maintenant, dans la prise en charge psychologique, c'est vrai, comme nous sommes dans un monde moderne, on croit que tout peut se passer comme de l'autre côté. Voilà pourquoi nous avons d'abord activé et renforcé l'entente au niveau des communautés. Parce que quand quelqu'un est en souffrance, les paroles des sages, l'entente des sages, est-ce qu'ils communiquent comme langage, permet même de séréniser les uns les autres. Parce que vous allez appeler un technicien de la santé qui va aller s'asseoir, poser des questions à l'intéressé. Et or, vous savez très bien, nous sommes à un niveau donné où même l'intimité des personnes pour pouvoir les avoir, c'est très compliqué. Donc, quand les techniciens de la santé sont arrivés avec des psychologues et autres, ils ont voulu entamer ça. Les membres de la famille leur ont dit non, c'est pas la peine, ils n'en ont pas besoin. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. S'ils ont des difficultés, il y a la voie traditionnelle, il y a la voie communautaire, il y a des parents qui peuvent les assister. Mais tout de même, il y a les membres de la santé qui sont avec nous. Mieux, quand nous nous sommes installés le 5, il y a les membres des différentes familles qui ont déferlé sur le Haut Commissariat. Nous avons pris des dispositions pour dire, si vous voulez, même si vous devriez dormir ici, il suffit seulement de m'estimer le nombre. On va amener les nattes, quel que soit leur nombre. On va dormir ensemble parce que la douleur, quand je dis même dans la douleur, il faut avoir un langage de vérité. Parce que moi j'ai tenu à dire, le peuple burkinabé n'est pas mobilisé pour défendre ou pour chercher un neveu de quelqu'un. Ce n'est pas pour chercher le frère de quelqu'un.
c'est pas pour chercher, comment dirais-je, l'enfant de quelqu'un, c'est pour chercher ses propres enfants. C'est pour chercher ses propres neveux. Sinon, quand un gouvernement arrive, on dit oui, il y a eu des explosions, les galeries peuvent s'effondrer, et malgré tout, il rentre à l'intérieur, c'est parce qu'il ne met pas sa vie au-dessus de la vie du peuple. Il ne met pas sa vie au-dessus de la vie du pays. Donc la preuve est qu'il y a un certain nombre d'aspects. Quand vous êtes obligé de descendre avec les communautés en pleine profondeur, avec même les communautés qui sont initiées, qui s'en vont pour faire des sacrifices, heureusement que je suis passé par certaines étapes, mais c'est des risques que nous prenons. C'est des risques que nous prenons. Donc, ces risques-là, nous les prenons pour nous-mêmes. Même quelle que soit la nationalité de la personne qui allait être dans le trou, c'est pas pour ça qu'on dit le pays des hommes intègres. Et un gouvernement, un ministre, c'est un serviteur et on doit faire en sorte que ce service-là ne soit pas sur les propos seulement. Que ce ne soit pas seulement sur les écrits, il faut toucher ça du doigt. Okay. À un moment donné, monsieur le ministre, vous dites des choses et puis vous coupez. Nous, on est au tribunal, on aime bien entendre les choses de façon claire. Quand on prend le cas des dirigeants de la mine, moi j'ai fouillé un peu parce que vous disiez on veut faire un peu d'économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas dépenser? Dites-nous les choses de façon claire. Parce que quand on regarde, en 2021, ils ont fait quoi? 316,12 millions de livres. La livre était à combien? 1,05 $. C'est plus de 210 milliards de francs CFA qui se sont faits. Ils ne voulaient pas dépenser pour aider les gens à sortir vite. Dites les choses clairement. Non, à ce niveau, vous savez très bien, j'ai dit que ceux qui se baladent dans les pays ne viennent pas pour de la philanthropie. S'il y a des vies humaines qu'il faut économiser pour avoir de l'argent, ils vont le faire. Mais moi, je ne les indexe pas directement. Ce que j'indexe, ce sont nos propres frères. Et là aussi, je les ai réunis sur la mine, et même au Haut-Commissariat, je leur ai dit, ce n'est pas un propos raciste. J'ai dit entre nous, frères noirs, nous sommes très mauvais. Parce que quand vous voyez un étranger qui vient dans une famille, il arrive à attraper un membre de la famille égorgé, c'est que c'est avec la complicité d'un autre membre de la famille. Si vous voyez quelqu'un qui quitte un continent, qui vient, qui arrive à se comporter mal envers des frères, c'est avec la complicité de ses propres frères. Voilà pourquoi je dis les responsabilités qui doivent être situées. Je ne me mets pas hors dans la mesure où aujourd'hui, moi aussi, je représente l'État. Il faut situer les responsabilités. Parce que si, par exemple, Bassolman est un directeur ou un responsable des ressources humaines qui est en contact avec ceux qui sont venus pour chercher l'argent, je prends par exemple le cas de sacrifice. Qu'est-ce qu'ils leur disent comme vérité? Par exemple, quand je prends la galerie dans laquelle l'eau est rentrée, et puis nous recherchons nos frères, quand j'ai écouté la communauté, ils ont dit ça fait, je pense, la deuxième galerie au niveau de la mine. Si la première galerie, dans certaines contrées, quand vous voulez, quelqu'un décide de vouloir creuser une tombe, c'est le chef de terre qui vient avec une pioche, il creuse, et puis après maintenant il donne la possibilité qu'on puisse terminer la tombe. Quand la première galerie donc était en voie d'être ouverte, je pense que des coutumes ont été faites, c'est ce qui a été fait. Donc moi je demande à mes frères africains qui sont, je leur ai demandé, est-ce que ça a été respecté? Ça c'est une question, parce que nous sommes, même si on a des boîtes dans l'eau là, on va durer, on ne va pas devenir des poissons. Il faut être réaliste. Pourquoi ça n'a pas été fait? Si l'intéressé qui est venu d'ailleurs estime qu'il n'est pas du Burkina, vous qui êtes au Burkina, vous connaissez la réalité là, est-ce que vous avez eu le courage de lui dire que ça ne devait pas se faire? Mieux, qui leur permet de faire cette économie? Quand je dis de situer les responsabilités, même jusqu'à l'État, si je prends le cas des parlementaires, ce qui se passe sur les mines aujourd'hui, en bradant les vies humaines là, ça a été codifié dans la loi 028 portant code du travail. Pourquoi chaque fois j'ai traité ça quand j'étais responsable syndical de code du travail esclavagiste? Il y a des actes quand les gens posent, ils disent c'est encadré, c'est des députés qui ont voté. Et c'est face à tout ça là qu'il faut agir. L'intéressé peut être habité d'une mauvaise intention ou même d'un certain niveau de cupidité. Mais s'il vient dans le pays constater qu'il y a des normes qui sont déjà en place, et il a en face des dirigeants qui sont consciencieux, qui ont un minimum de patriotisme, il y a des actes qu'il ne peut pas poser. Il ne peut que les respecter. On respecte un peuple, et chaque individu d'un peuple, à travers les valeurs qui sont défendues par le premier répondant, qu'il soit ministre, qu'il soit député ou qu'il soit président. Parce que c'est notre comportement qui fait des ouvertures que les uns les autres ne vont pas dans le sens de respecter la vie humaine. Et le dernier élément que je prends, prenez le cas de Orcade. Il est venu hier, nous sommes partis sur la mine avec lui. Il y a combien de rapports qu'il a eu à faire dans la restauration de l'environnement minier, dans le respect des textes de notre pays, dans la question de la transparence, même les reversements de 1% pour construire, comment dirais-je, au niveau des communautés locales. Est-ce que ça a été respecté? Quelle est la part d'un gouvernement ou d'un responsable? Quel est notre comportement quand nous sommes face à un responsable minier? Voilà pourquoi j'ai dit, mais avant-hier, là, c'est ce que je le répète. Ils ont dit, mais vraiment, c'est la première fois de voir ça, vous venez, vous tensez les gens. J'ai dit, même, il y a des régions ici, ce qui fait très mal. Il y a des régions dans notre pays où même un responsable minier peut être appelé par un gouverneur, il ne décroche pas. On est dans quel pays? Ça ne va pas se passer.
Le représentant régional de l'État ne peut pas appeler un responsable au niveau d'une mine, vous ne découragez pas. Vous ne découragez pas, pourquoi? Donc, s'il ne décourage pas, c'est parce que justement, ce responsable minier a dû avoir des atouts, des piliers au niveau supérieur. Donc, les responsabilités doivent être situées. Et si c'est au niveau de l'État, des gens n'ont pas joué leur rôle. Des rapports ont été faits, ils n'ont pas joué leur rôle. Il faut que des gens répondent. D'accord. Nous avons aussi appris que la mine avait amorcé une fermeture compte tenu de la durée que les ressources ont commencé à se faire rarement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que la mine était également dans cette tendance? Oui, mais voilà pourquoi j'interpelle nos frères qui sont africains qui sont autour de ceux qui viennent pour chercher ces substances minérales-là. Et voilà pourquoi aussi j'ai insisté qu'on ne doit plus tenir une réunion avec les responsables de la mine sans qu'il y ait les délégués de personnel. Et voilà pourquoi aussi j'ai dit aux délégués de personnel, il faut que vous jouiez votre rôle. Il faut jouer votre rôle parce que vous avez été élu pour représenter les travailleurs. Ce qui est ressorti, l'information qui nous a été donnée, le représentant, le directeur régional du travail, ça veut dire notre représentant au niveau de la région du Centre-Ouest, m'a expliqué de A à Z ce qui s'est passé. On tente même de licencier les travailleurs à coups de bras en utilisant des arguments souvent qui ne tiennent pas. Vous dites que la teneur baisse. Or, les résultats qu'on donne là, c'est totalement le contraire. Si vous dites que la mine, par exemple, traverse une situation économique qui n'est pas viable, les travailleurs acceptent. Ils font même une assemblée générale. Ils disent, bon, telle prime qu'ils gagnent, ils ne veulent plus. Ils renoncent à ça pour qu'on ne licencie pas leurs collègues. Ça veut dire que les travailleurs sont consciencieux, ils sont solidaires pour intervenir dans la stabilisation la stabilisation des conditions qui permettent aux travailleurs de s'en sortir. Ça, c'est déjà salutaire. Mais quand un travailleur se sacrifie jusqu'à ce niveau, quelle est la part d'un gouvernement? Quelle est la part des miniers pour pouvoir reconnaître qu'un effort a été fait? Donc, je pense que c'est des types de langage qui sont tenus. Et voilà pourquoi nous disons qu'en réalisant même le code minier, d'abord le code du travail, j'ai déjà transmis avec la voix du gouvernement la copie au niveau du Côte-Val. Et ça va aller vite pour atteindre l'Assemblée nationale et voter. Les dispositions esclavagistes, là, il faut les effacer. Celui qui estime qu'il ne peut pas exploiter, vu, il n'a qu'à partir. S'il ne trouve pas d'intérêt, qu'il parte. Après, ça sera le code minier. Le code minier, parce que vous imaginez, même déjà, j'étais sur le code du travail. Vous prenez le code du travail où un inspecteur du travail doit aller vérifier les conditions de sécurité et santé au travail. Où il doit d'abord même informer la mine. Peut-être 72 heures à l'avance. Ça, c'est quel contrôle? Et on met ça dans une loi. Mais si c'est un contrôle, c'est un gendarme, s'il a des soupçons que dans un milieu ça ne va pas, il ne doit pas informer avant de venir. Il doit avoir une carte d'accès direct. Mais s'il dit qu'il vient dans 72 heures, donc on va camoufler tout ce qui ne va pas. Peut-être on va aller même payer des habits neufs. On fait habiller tous les travailleurs. C'est ça qu'on appelle de la théâtralisation. Malheureusement, c'est encore nos normes. D'accord. Monsieur le ministre, vous l'avez répété plusieurs fois, il faut situer les responsabilités. On a annoncé une commission d'enquête pour en tout cas situer ces responsabilités-là. Est-ce que la commission a été installée? Est-ce qu'elle a déjà commencé à travailler? Elle a commencé à travailler depuis le 19. La commission a commencé à travailler depuis le 19. Vous avez vu même le Premier ministre suite aux échanges au niveau du gouvernement, il y a eu une décision qui a été prise de maintenir les responsables de la mine là sur place pour qu'ils puissent répondre aux enquêtes qui sont en train d'être faites. Si ce n'est pas des questions de santé et bien d'autres éléments, il n'y a pas de raison où on engage une enquête sur une situation aussi gravissime que ça et des gens se permettent de voyager. Donc voilà pourquoi ceux qui, que ce soit au niveau politique et autres, qui s'en prennent au Premier ministre parce qu'il a tenu des propos, moi je les invite en tant que Burkinabé d'abord de faire le déplacement, venir solidariser avec les frères sur place. S'ils veulent, on peut les amener au niveau de la mine avant de se prononcer. Et dans le même sens, le travail de qualité que vous faites, moi j'ai tout le matériel pour monter dans la mine ici, c'est ça que j'ai amené ici. On peut voir, hein, oui, j'ai amené ce matériel parce que c'est pour dire que je prendrai toutes les dispositions, et que ce soit demain ou après-demain, vous voulez. L'équipe de True TV, vous descendez, on va descendre dans les galeries avec vous. Vous allez échanger avec les familles. Tous ceux qui estiment que les familles ont été abandonnées à elles-mêmes, ainsi de suite, vous allez toucher ça du doigt. Les familles sont avec nous permanemment au niveau du Haut-Commissariat. Quand nous recevons une délégation qui vient même en termes de soutien, si la délégation dit qu'elle vient soutenir la cellule gouvernementale qui est installée pour gérer la crise, parce que les repas, les petits déjeuners qui sont pris sur place, c'est tout le monde, il n'y a pas de séparation. Ça, on s'adresse au gouverneur ou au haut-commissaire si le gouverneur n'est pas là. Mais si c'est un soutien qui doit aller au niveau de la famille, je les ai instruits. Vous ouvrez un cahier. Et je leur ai dit, ce que vous prenez ici, là, sur le site ici, je ne veux pas voir une goutte d'alcool. Ni une canette, ni une bouteille. On n'est pas en fête.
Ici, si quelqu'un a soif, c'est l'eau qu'il boit. Et quelqu'un également qui quitte ici, qu'il soit de l'administration de la famille, si vous partez prendre de l'alcool ailleurs, je ne veux pas voir un individu en état d'ébriété ici. Donc ici, on doit se comporter de façon responsable parce que c'est de la douleur que nous traversons. Donc, et pourquoi j'ai le matériel ici? Je leur ai dit, bon, Basolma peut descendre dans la mine à n'importe quel moment. S'il doit descendre dans la mine à n'importe quel moment, il faut que permanemment il ait du matériel avec lui. Il ne faut pas que j'arrive et puis on dit, bon, tel matériel manquait. Ça, c'est la ceinture qui doit porter la boîte autour de mes reins. Et cette boîte-là, à l'intérieur, il y a un appareil qui permet de respirer. Au cas où des gaz envahissaient les allées, si on saute ça, c'est une seule fois. L'appareil qui est combiné à l'intérieur, on saute, on ne peut plus sauter. Ça ne s'utilise pas une deuxième fois. Ça, c'est la ceinture au niveau des reins. Et au niveau de l'habillement, ça, ce sont les gilets que nous portons. Vous voyez le niveau des bottes. Donc, tout le compactage là est avec moi à n'importe quel moment. S'il y a nécessité de descendre dans la mine, j'arrive, il n'y a plus à préparer. Et ça, c'est le casque. Vous voyez, ça, c'est le casque et ça, c'est la lumière. Mais pour vous dire que, quand je dis de ne pas s'amuser avec les traditions, quand les chefs traditionnels ont dit, bon, qu'il faut qu'ils descendent dans la mine, les chefs de terre, il y a des sacrifices à faire. J'ai dit, au niveau de la tradition, quand ils descendent, ils ne viennent pas porter des habits que des gens ont déjà portés. Or, les gens se changent les chemises, les habits là, les boîtes même, sur la mine. Donc, quand eux, ils viennent, ils portent des habits neufs. Quand ils sortent, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de caméra, ils rentrent directement avec ce qu'ils avaient déjà porté. Ça, c'est au niveau de la tradition. J'ai pris toutes ces dispositions, je dis à la mine, pour ne pas, il se peut que vous ayez des difficultés. Et moi, je prends l'engagement de payer, comme ils sont en nombre de 3, je paye les 3 bottes, je paye les 3 chemises, je paye les 3 casques. Ça, c'est avec notre argent. Ça veut dire s'ils arrivent, ils s'habillent, quand ils sortent là, ils vont directement à la maison avec. Mais il y a un problème. On arrive sur la mine, on constate que les casques que j'ai payés pour eux, ça ne peut pas porter cet élément de lumière. Okay. Voilà. Quand vous êtes dans les galeries, c'est ça, vous allumez. J'ai dit donc, comme ils n'en ont pas, et que personne ne doit les suivre, il faut que ce soit quelqu'un traditionnellement qui a un niveau donné. Je leur ai expliqué, ils ont dit que je peux les suivre. J'ai dit à la mine, donc, on n'a plus le choix. Ça veut dire de la même façon que je m'en vais travailler avec eux, si je ressors avec le matériel, je ne peux pas me déshabiller. Est-ce que vous avez compris? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont donné ça, ils ont donné les bottes, ils ont donné le gilet, ils ont donné l'élément et puis la ceinture. On rentre, je sors, je raccompagne les traditionnels à la limite de la mine. Je leur dis au revoir. Donc je prends le véhicule, c'est dans le village, je suis parti me déshabiller. Parce que ce qu'on a fait à l'intérieur, même ceux qui nous ont conduits, on les a maintenus à une distance. Je suis là la nuit, puisqu'on a déménagé à Koudougou. Même les dossiers au ministère que je traite, on les compile et puis on m'envoie là-bas pour traiter. Et au moment où j'étais en train de traiter les dossiers, la nuit, je vois un de ma sécurité qui rentre qui dit « Ah, que chef, que un de la mine l'a appelé là, qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de matériel, si je peux ramener le casque. » D'ici j'allais savoir, j'ai dit « Oui, il n'y a pas de problème. » Il me suis créé des soucis. Quand il est ressorti là, je suis sorti les appeler en vitesse. Que ceux qui sont je m'excuse, ceux qui peuvent être sensibles, je vous dis, quand vous rentrez dans ma chambre là, on dit on a égorgé un animal. Je saigne de partout. Le débardeur que j'avais porté là, vous voyez? Vous voyez le débardeur? Ils disent qu'ils vont aller appeler, comment dirais-je, ou bien m'amener en clinique. J'ai dit, c'est pas une question de clinique. Donc c'était votre sang? Oui! Mais c'est mon sang. J'ai dit, c'est le débardeur qui était sur moi. Je saigne de partout. Les narines, la bouche. J'ai dit à un là, il faut appeler le petit frère au village. Il a appelé le petit frère qui m'a indiqué ce qu'il y avait à faire. Le sang a cessé autour de 3 heures du matin. Bon, parce que vous aviez donné votre casque. Le fait seulement de dire que je vais ramener là cause problème. Ah, okay. Donc quand je suis reparti le lendemain, je les ai réunis. Encore c'est avant-hier. Je leur ai dit, quand je dis vous vous amusez avec la vie des gens là, c'est ça. Le matériel là, le voilà. Prenez, portez. Je souhaite qu'aucun autre frère burkinabé qui est loin ne porte. C'est lui qui a dit d'amener là. Il n'a qu'à prendre porter. Ils ont dit ça va. D'accord. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Poignée de secondes, hein, chaque juge, question ou observation avant qu'on ne referme les portes de cette émission. On commence avec le juge va. Bon, moi, c'est qu'on a vraiment écouté le ministre avec commisération. Et c'est vrai que la question de nos rites, maintenant, il ressort aussi que quand vous regardez, il y a beaucoup de travaux qui n'ont visiblement pas été
fait ou bien fait. Moi, j'ai fait des recherches le 23 juin 2008, lorsque cette mine-là, justement, il y avait la visite des différentes du ministre Cissé Kader. Il disait ceci, parce qu'il a dit que la plupart des mines qu'on avait eu à inaugurer, c'était des mines à ciel ouvert, mais celle-là, de Perquois, est une mine souterraine. Voilà ce qu'il dit. Ce type de mine demande plus d'ingéniosité et de précaution, car elle doit comprendre une descenderie, une galerie inclinée descendante qui servira à la circulation du personnel et à remonter du minerai. Et il dit, cela suppose que toutes les dispositions de sécurité sont prises parce que c'est un domaine très risqué. Et en ce moment, le PDG d'AIM qui était présent, il s'appelait Bill Cash, qui était venu lui aussi d'Australie. Il avait même révélé que, bon, avec les pluies diluviennes de l'année passée, il y a eu des endommagements dans la carrière, et donc après la pluie, c'est ce qu'il dit, après la saison des pluies, il a fallu reprendre tous les travaux pratiquement à zéro, parce qu'on a perdu pratiquement 200 millions en termes de dommage. Donc ça, c'est en 2008, sur la même mine de Perquois. Maintenant, la grande question là, c'est qu'est-ce que nos États là font en termes de veille? Parce que si c'est venir prendre les 10% dans le capital là, et puis penser qu'on s'enrichit là-dessus, on n'a encore rien compris. Ça va au-delà de ça. Il faut former pour pouvoir regarder, pour dire que ce que vous faites là n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, il faut aussi se montrer souverain. Pour dire qu'on a accès, on doit regarder. Mais si c'est sur 10%, on va s'asseoir. Pourquoi là? On risque d'en avoir encore. D'accord. Juge Bourma. Merci. Effectivement, il y a le confrère Lagui Bama qui dit avoir échangé avec le constructeur des cabines, qui disent que les cabines sont résistantes au feu, aux éboulements, mais pas si étanches pour l'eau. Alors que je disais que quand nous avions reçu l'expert Tapsoba, il disait normalement les plans, c'est pour résister aux éboulements, aux inondations et puis aux incendies. Donc si ce n'est pas aussi résistant que ça, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez déjà pris langue avec le constructeur? Mais en même temps, ça pose la question de la capacité de notre État de pouvoir suivre ce qui est prévu comme engagement et continuer dans les cahiers de charges. En 30 secondes, monsieur le ministre. Oui, je pense qu'à ce niveau, nous avons beaucoup insisté sur la situation. Et vous voyez ceux qui répondent à ça là pour se couvrir, ils disent dans des conditions normales, ça résiste à l'eau. Une inondation n'est déjà pas une condition normale. Franchement. Donc ça veut dire que notre souhait, comme je l'ai dit, moi j'ai un propos et une position d'espoir. J'ai dit tantôt, nous autres, on a dépassé la cinquantaine. L'espérance de vie dans notre pays, c'est 40 ans. Que quelqu'un de 50 meurt pour que des jeunes de moins de 30 ans, 40 ans vivent, c'est si le sacrifice en vaut la chandelle, c'est ce que nous devrions faire. On ne va pas lésiner sur les moyens. Nous gardons le même degré de sacrifice, d'engagement, de détermination, de disponibilité pour que le cadre de Perquois serve de leçon à toute la nation et surtout à ceux qui dirigent le pays. Pas seulement Bazier, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Nous vous avons très occupé, un calendrier très chargé. Vous avez eu le temps pour passer à la barre pour donner en tout cas ces éléments de réponse là au tribunal de l'actualité. Merci une fois de plus d'être passé avec vous. On a parlé de la gestion de la crise née de l'inondation au niveau de la mine de zinc de Perquois. Merci, messieurs les juges, pour les questions et les clés de lecture apportées lors de cette convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. On se donne rendez-vous demain avec la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.